Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir en Belgique pour vous raconter deux faits divers qui ont bouleversé tout un pays. Crime en Belgique, c'est tout de suite. Béatrice est une collégienne de 14 ans qui aime le sport, le cinéma et retrouver ses amis après l'école. Mais le 21 novembre 2014, la jeune fille ne rentre pas à la maison. Inquiète, sa mère signale immédiatement sa disparition à la police. Une véritable course contre la montre s'engage pour retrouver l'adolescente. Alors, qu'est-il arrivé à Béatrice ? Pourquoi la jeune fille de 14 ans ne donne-t-elle plus signe de vie ? A-t-elle été victime d'un accident ou aurait-elle fait une mauvaise rencontre ? On peut bien évidemment imaginer les températures auxquelles elle est soumise, mais ce qu'on peut imaginer, et ça c'est tout à fait terrible, c'est également les bruits de la forêt, des animaux qui sont venus près du Mirador et qui permettent de penser que les dernières heures de sa vie ont été un véritable calvaire. Âgée de 30 ans, Albana s'est installée en Belgique depuis 2 ans. Le 8 janvier 2008, elle commence un nouveau chapitre de sa vie et emménage avec son nouveau compagnon. Enceinte et déjà mère d'un premier enfant, tout semble lui sourire. Pourtant, ce même jour, Albana disparaît mystérieusement. Alors, que s'est-il réellement passé ce jour d'hiver 2008 ? Pourquoi la jeune femme de 30 ans ne répond-elle plus ? Et quel secret se cache derrière cette étrange disparition ? On frappe à ma porte blindée. J'ouvre, je me retrouve nez à nez avec plein de flics, il y en a partout. Je crie et police, police. Et là, il va se cacher dans le dressing. Crime en Belgique se rend tout d'abord à Arlon, une ville francophone de la région wallonne située au sud-est du pays. Le 21 novembre 2014, Béatrice, 14 ans, disparaît sur le chemin de l'école. Voici un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin funeste d'une jeune adolescente de 14 ans, mystérieusement disparue sur le chemin de l'école. Un fait divers aux confins de l'horreur qui mettra la lumière sur un redoutable prédateur et suscitera l'émoi dans la Belgique tout entière. Une petite fille qui disparaît à Arlon, ça fait forcément remonter dans l'esprit de tout le monde la mémoire noire de Marc Dutroux. Un enfant qui disparaît, c'est très très anormal et il faut faire très vite. Nous sommes à Arlon, en région wallonne. Située à 2 heures au sud de Bruxelles, la commune dispose d'un riche patrimoine datant de l'époque gallo-romaine. Avec Tournai et Tongres, cette cité historique est l'une des plus anciennes de la Belgique. C'est le chef-lieu de la province du Luxembourg, ça reste une petite ville, on est environ 30 000 habitants. C'est assez caractérisé par le fait qu'on est tout proche de la frontière luxembourgeoise, donc il y a beaucoup de travailleurs frontaliers. C'est une ville où, on va dire, relativement calme. C'est une ville où il n'y a pas un grand taux de criminalité, on n'est pas dans des villes comme on peut en connaître en Belgique, comme Charleroi ou Bruxelles, où il y a vraiment un taux de criminalité plus important. Le 21 novembre 2014, une famille arlonnaise va pourtant être confrontée à un événement des plus dramatiques. Il est bientôt 17h30 lorsqu'Isabelle, 41 ans, regagne son domicile après sa journée de travail.
Elle constate avec étonnement que Béatrice, sa fille aînée de 14 ans, n'est pas rentrée de l'école. La maman, dans un premier temps, elle va s'inquiéter de l'endroit où elle se trouve. Elle va d'abord contacter certaines de ses amies, puisque c'est déjà arrivé par le passé que Béatrice se rende chez une de ses amies après l'école et qu'elle ne rentre pas tout de suite à la maison. Béatrice a été vue pour la dernière fois à 7h30 le matin, alors qu'elle partait à pied au collège. Depuis, la jeune adolescente n'a plus donné signe de vie. Et cela n'est absolument pas dans ses habitudes. À mesure que les minutes passent, Isabelle, sa mère, est de plus en plus inquiète. On est en fin d'après-midi, ce n'est pas normal, donc tout de suite elle se dit il y a un problème et elle va appeler la police immédiatement. Et la police prend, comme toutes les disparitions d'enfants, cette affaire très au sérieux. Mais alors, où se trouve Béatrice? L'adolescente est-elle partie de son plein gré? Ou au contraire, quelqu'un s'en est-il pris à elle? Au commissariat d'Arlon, les policiers sont sur le qui-vive. Ils savent que dans ce type d'affaires, les premières heures sont décisives. Alors, pour essayer de déterminer les causes de la disparition de Béatrice, les enquêteurs de la cellule des personnes disparues s'intéressent tout de suite à sa personnalité. Béatrice, c'est une adolescente comme beaucoup d'adolescents de son âge, c'est-à-dire qu'elle est scolarisée, évidemment, qu'elle a des amis à l'école. Elle connaît une situation familiale comme beaucoup aussi à son âge, c'est-à-dire que ses parents sont séparés, elle vit chez sa maman. Elle a un petit côté petite fille sage. C'est une petite adolescente qui est toute mignonne, qui est réservée, pas forcément vraiment introvertie. Grâce à la déposition de sa mère, les enquêteurs comprennent également que Béatrice ressemble à beaucoup d'adolescentes de son âge. C'est quelqu'un qui est très sportif, qui est très forte, qui est déterminée, qui fait de la musique, qui s'épanouit et qui avait eu l'occasion aussi, lors d'un stage, de goûter justement au cinéma. C'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Accident, kidnapping, gestes désespérés. À ce stade de l'enquête, aucune piste n'est écartée. Les policiers se demandent notamment si l'adolescente de 14 ans n'a pas fugué. Ils se rendent compte qu'elle n'a pas emporté d'éléments avec elle qui pourraient lui permettre de vivre avec un petit peu d'argent, avec un petit peu de nécessaire pour pouvoir se changer, etc. Un des seuls éléments qui pourrait aller dans ce sens, c'est de dire qu'effectivement elle avait des difficultés scolaires, mais il n'y avait pas vraiment de raison qui justifie quelque chose d'aussi extrême qu'une fugue. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et examinent le chemin emprunté par Béatrice pour se rendre au collège. Les autres hypothèses, accidents, etc., c'était relativement peu probable dans la mesure où elle fait un parcours qui est relativement court entre la maison et le collège. Donc il y a relativement peu de chances qu'il soit arrivé quelque chose comme un accident sur ce parcours. Également interrogée, Cécile, la petite sœur de Béatrice, révèle aux policiers que l'adolescente prenait souvent un raccourci. Elle coupait par un endroit assez isolé et proche d'un parking. Très vite, la thèse de l'enlèvement est celle qui devient prédominante pour les enquêteurs. Il y a de grandes chances qu'elle soit contrainte quelque part par quelqu'un. Au fur et à mesure de la soirée, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Et la psychose gagne la commune. Une petite fille qui disparaît à Arlon, ça fait forcément remonter dans l'esprit de tout le monde la mémoire noire de Marc Dutroux. Les années Dutroux, forcément, ont forgé une partie de cette mémoire des Belges qui fait que, voilà, un enfant qui disparaît, c'est très très anormal et il faut faire très vite. Solidaires avec la famille de la jeune disparue, les habitants d'Arlon se mobilisent. Le nom de Béatrice était connu très très rapidement par tout le monde. Je veux dire, tout le monde savait qu'elle a disparu.
Tout le monde avait mis des petites affichettes sur son commerce, sur sa voiture. Donc il y avait vraiment déjà cette mobilisation au niveau local. En parallèle, les policiers tentent de localiser le portable de Béatrice. Ils découvrent alors que la jeune fille a envoyé un dernier SMS à une amie à 7h42 depuis Arlon. Puis elle s'est déplacée dans les environs. On va se rendre compte que son GSM est désactivé dès 3-4 heures de l'après-midi, qu'il a activé plusieurs pylônes avant d'être désactivé, qu'il a activé plusieurs pylônes dans la région. Ils ont capté un signal au niveau du château d'eau d'Arlon, qui soit un tout petit peu en périphérie du centre-ville. Et ce signal a longtemps intrigué les enquêteurs. C'est la raison pour laquelle ils ont vraiment ratissé au peigne fin cette zone-là. Et c'est la zone de ce qu'on appelle la caserne Calmin, cette ancienne caserne de pompiers en fait, qui est en travaux à l'époque. Des vérifications sont également faites à la gare d'Arlon, auprès des sociétés de taxi, à la clinique de la ville, ainsi que dans les snacks que fréquente Béatrice. Et on va alors commencer, y compris avec l'aide de la population d'ailleurs, à faire des battues, ratisser toute la région. Les enquêtes vont évidemment aussi se déployer sur l'ensemble du territoire. Afin de localiser l'adolescente au plus vite, un signalement au niveau de l'espace Schengen est effectué. On est à la frontière de la France, du Luxembourg et de la Belgique. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir prévenir le déplacement de quelqu'un qui aurait pu enlever la jeune fille et donc traverser une frontière. Ça donne des moyens supplémentaires d'identification pour les polices des pays voisins. En plus de l'enquête de police et de la mobilisation des habitants, les parents de Béatrice peuvent compter sur l'aide de Child Focus. Créée en 1998 après l'affaire du Trou, cette organisation œuvre pour retrouver les enfants disparus et lutter contre l'exploitation sexuelle. Dès que nous avons réalisé que l'enquête piétinait, qu'il n'y avait aucune information nous permettant de localiser Béatrice, nous avons donc proposé notre soutien, donc un affichage, un avis public, donc via les médias classiques, mais aussi les réseaux sociaux, et un affichage papier, donc grâce à nos volontaires sur Arlon. Malgré tous les efforts consentis, les policiers arlonnais sont dans l'impasse. Pendant les premières heures, on n'a pas d'indication, on ne sait pas du tout où elle est. Donc forcément, c'est un peu panique à bord. Le temps joue contre les enquêteurs, le temps joue contre l'enquête. Il faut retrouver en général les enfants le plus tôt possible ou alors le pronostic devient pessimiste. Béatrice est introuvable. La nuit tombe sur Arlon et plonge les parents de Béatrice dans leur première nuit d'angoisse. Une première nuit sans elle. Alors, les forces de l'ordre parviendront-elles à la retrouver? Ses parents pourront-ils à nouveau la serrer dans leurs bras? Et l'adolescente est-elle en danger? Le jour se lève sur Arlon et toujours aucun signe de vie de Béatrice. 72 heures après sa disparition, les habitants de la commune ainsi que les proches de l'adolescente continuent de remuer ciel et terre pour la retrouver. Il y a les copains de collège, il y a les familles des copains de collège, il y a toute la population. Tout le monde sait très bien qu'il peut apporter quelque chose, qu'il peut rechercher dans un coin d'Arlon, qu'il peut avoir une petite info. Tous les moyens sont mis en œuvre, sur les réseaux comme dans la vraie vie, pour retrouver Béatrice. Tandis que l'affaire est médiatisée, la ferveur locale se transforme en engouement national. En l'espace de quelques heures, c'est toute la Belgique qui s'active pour Béatrice. Sur les réseaux sociaux, c'est un raz-de-marée de partage. Nous évaluons que la vie de disparition a été vue par plus de 1 500 000 Belges, ce qui est tout à fait énorme pour la petitesse de notre territoire. Grâce à cet avis de disparition, les policiers reçoivent plus d'une centaine de témoignages. Béatrice aurait été vue aux 4 coins du pays, mais après des vérifications minutieuses, les enquêteurs
n'ont rien à se mettre sous la dent. Malgré cet échec, le mardi 25 novembre 2014, 4 jours après la disparition de l'adolescente, une cellule de crise est montée avec l'appui de la police judiciaire fédérale du Luxembourg. On utilise des hélicoptères, des chiens pisteurs, on utilise vraiment d'autres méthodes beaucoup plus importantes, des moyens beaucoup plus importants pour tenter de localiser Béatrice et de la retrouver. L'armée, la protection civile ainsi que les pompiers sont à pied d'œuvre. Ils étaient partout, on les voyait fouiller, on les voyait investiguer, au niveau des sorties d'école par exemple, pour... on ne sait jamais que ce soit un kidnappeur en série, par exemple, ce genre de choses. En parallèle, les policiers de la section d'enquête et de recherche d'Arlon inspectent la chambre de Béatrice. On tente de procéder à l'analyse de son ordinateur pour justement mettre éventuellement en évidence des contacts qui auraient pu être pris avec une personne qui aurait été justement la personne avec qui elle se trouve à ce moment-là. Ils ont fait des recoupements avec les fichiers de délinquance sexuelle, avec les fichiers de personnes voilà, déjà un petit peu suspectées de ce genre de faits. Rien dans l'historique de son ordinateur ne laisse penser que l'adolescente ait fait une mauvaise rencontre sur Internet. Mais le 1er décembre 2014, la découverte macabre d'un riverain dans une sapinière en périphérie d'Arlon vient mettre un coup d'arrêt à 10 jours d'intenses recherches. Il aperçoit quelque chose de blanc, il s'approche et là il découvre des affaires éparses, des affaires, un sac d'école, etc. Et puis il voit donc une couette blanche qu'il soulève au moyen de son bâton et là il aperçoit un pied. Il contacte bien évidemment tout de suite la police qui, dès son arrivée, fait le lien avec Béatrice puisqu'on identifie très rapidement la jeune adolescente. Les policiers sont face à une scène de crime effroyable. Béatrice a vécu l'horreur. Elle est ligotée, il y a des traces de liens, elle a les mains dans le dos. C'est le corps d'une enfant qui a été mutilée et que les enquêteurs retrouvent. Les enquêteurs réalisent que cette zone à seulement 900 mètres de son école a déjà été fouillée lors des battues. Le corps inanimé de la fillette a donc été déposé dans ce bois très fréquenté après coup. Perplexes, ils espèrent que les examens médicaux leur apportent de nouveaux éléments. L'autopsie a révélé qu'effectivement un sillon apparaissait sur le cou de Béatrice, ce qui laissait penser que sa mort résultait d'une asphyxie qui est elle-même la conséquence soit d'une strangulation, c'est-à-dire qu'un tiers vient avec un lien étrangler Béatrice, soit d'une pendaison. On a retrouvé aussi des traces de blessures avec un objet piquant ou contondant à plusieurs endroits sur le corps de Béatrice. Et enfin, l'autopsie a permis aussi de révéler qu'elle avait fait l'objet de viol. Toutefois, le médecin légiste, en raison de l'état du corps, n'est pas en mesure de dater le décès de l'adolescente. Alors, qui s'en est pris à Béatrice, 14 ans, et pour quelle raison? Un tueur en série rôde-t-il sur la commune? Trois jours après la découverte du corps sans vie de Béatrice, l'enquête n'avance toujours pas. Et le vendredi 4 décembre 2014, les policiers l'ignorent encore, mais l'agression d'une jeune femme de 21 ans à Arlon va subitement donner un coup d'accélérateur au dossier. Sauvaine était en train de passer un coup de téléphone, elle s'était garée, il fait nuit et elle va être attaquée par quelqu'un qui va la menacer tout de suite, qui tout de suite lui dit qu'il peut la tuer. Sous la menace d'un couteau, l'agresseur vêtu d'une capuche et d'une écharpe remontée jusqu'aux yeux lui intime l'ordre de rouler. Après plusieurs heures de route, il l'oblige à s'arrêter sur un chemin très isolé.
À ce moment-là commence véritablement le calvaire de Sauvan, puisque cet individu va décider d'abuser d'elle, de manière la plus sordide qui soit. On lui demande de faire une fellation. Il va la contraindre aussi donc à un acte sexuel qu'elle refuse. Elle essaye de trouver un stratagème pour le repousser en disant qu'elle est malade, elle a une maladie sexuelle. Elle va trouver des arguments pour éviter qu'il ne la viole. Le supplice de Sauvan va durer près de 3 heures. Son agresseur la caresse longuement avec la lame de son couteau avant de découper ses vêtements. Attachée sur la banquette arrière, les yeux bandés avec du scotch, la jeune femme se voit mourir. Mais l'homme lui demande sa carte de crédit et part retirer de l'argent. Elle va être donc ligotée dans ce coffre, elle ne pourra plus bouger, la panique va s'emparer d'elle, et du fait de l'énergie du désespoir, elle va trouver la force de sortir de ce véhicule. Elle va déverrouiller le véhicule avec ses dents et va courir à travers champs avec la poitrine à nu pour trouver une route, une petite route de campagne. Elle va se jeter sous les roues d'un véhicule et trouvera de l'aide à partir de ce moment-là. Si Sauvan a échappé de peu à la mort, pour les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, il est clair que cette agression ultra-violente a des similitudes avec le meurtre de la jeune Béatrice. Il y a évidemment un lien parce que le modus operandi est un peu le même, effectivement. Dans les deux cas, il y a notamment des entraves qui sont utilisées avec du scotch, puisque tant Béatrice que Sauvan seront ligotées, seront bâillonnées. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez propre à l'accusé. Ce n'est pas tout à fait les mêmes profils, mais il est très très exceptionnel que 2 jeunes femmes puissent connaître donc des agressions dans un laps de temps aussi limité. En analysant les vêtements de Sauvan, la police scientifique parvient à isoler un ADN. Par chance, ce précieux indice match avec le profil d'un individu connu de leur service. Il avait fait l'objet d'une condamnation pour un attentat à la pudeur, pas un viol, mais un attentat à la pudeur quelque temps auparavant, et du coup, son ADN avait été repris, il était donc fiché. Des analyses ADN comparatives sont effectuées. Il y a l'ADN retrouvé sur les vêtements de Sauvan et l'ADN retrouvé donc sur le cadavre de Béatrice. Cet ADN va matcher, il s'agit de l'ADN d'un seul et même homme. Coup de théâtre. Le suspect numéro 1 habite Arlon et il s'appelle Jérémy. Sans profession, cet homme de 26 ans est père d'un petit garçon de 2 ans et vit au crochet de sa compagne, Laetitia. Mon client n'a pas eu un parcours de vie idéal, en tout cas pas eu un parcours de vie enviable. Jérémy a une enfance compliquée. Véritablement, avec une maman qui a des travers, change d'homme comme elle change de chemise, véritablement. Il est seul, isolé, pas de frère, pas de sœur. Il change de domicile encore et encore, une fois en Belgique, une fois en France. Il a vraiment une enfance saccadée. Au niveau de sa scolarité, on peut dire, sans lui faire injure, qu'il est plus proche du cancre que du bon élève. Rapidement déscolarisé, Jérémy est suivi par un psychologue. À 12 ans, livré à lui-même, il fait ses premières fugues. Il va assez vite, dans son adolescence, être attiré par la drogue, 12 dans un premier temps, dur dans un deuxième temps, et versé dans la délinquance. Solitaire, le jeune Jérémy a très peu d'amis et de tissu social. Il préfère se réfugier dans le monde de l'alcool et des drogues. Jérémy, c'est vraiment un délinquant à la petite semaine. C'est le type qui dealait un peu de drogue, qui fumait un peu d'herbe. Il était connu pour des vols, pour avoir cassé des voitures, ce genre de choses. Rien ne laissait vraiment présager qu'il puisse basculer comme ça dans le crime de sang. Pendant que les enquêteurs de la police fédérale mettent en place d'importants moyens pour arrêter Jérémy, les funérailles de Béatrice ont lieu à Arlon. Le 6 décembre 2014, il se déroule en présence de 1300 personnes.
Alors, les enquêteurs vont-ils interpeller le meurtrier de l'adolescente avant qu'il ne commette un nouveau crime? Comment ce petit délinquant sans envergure s'est-il transformé en un tueur d'enfants? Le 8 décembre 2014, alors que Jérémy est activement recherché par toutes les polices du pays, les enquêteurs découvrent qu'il a quitté le territoire belge. Il est passé par le Luxembourg et il a pris la direction de la France. Donc très rapidement, il y a des contacts entre la justice belge et la justice française. Et forcément, il y a un lien qui est fait. On a quelqu'un qui agresse des jeunes femmes, avec une arme, et il faut l'arrêter au plus vite. Il est 7h40 du matin, le lendemain, lorsque Martine, une infirmière de 52 ans, donne l'alerte. Elle vient d'être agressée à Saint-Avold, une commune française située à la frontière. Ce jour-là, il a gelé, donc elle va mettre du lave-glace dans son véhicule pour dégeler tout ça et elle met sa soufflerie à fond. Elle s'apprête à démarrer et là, elle entend dans le bruit de la soufflerie la voix de quelqu'un qui lui donne un ordre. Surprise par cet individu, cagoulé et armé d'un couteau, Martine sent la panique l'envahir. Elle parvient pourtant à rester lucide. Comme elle n'a pas encore mis sa ceinture de sécurité, elle dit que c'est ce qui va la sauver. Elle va se protéger en se jetant sur le siège passager avant et elle va réussir à se débattre et elle va appuyer dans un dernier moment sur le klaxon, ce qui va faire fuir son agresseur. Blessée à la main droite, Martine est entendue par les policiers français. Au vu du mode opératoire décrit par la victime, les inspecteurs font immédiatement le lien avec l'agression de Sauvanne, survenue 5 jours plus tôt. Alors Jérémy serait-il l'auteur de cette nouvelle agression? Traqué sans relâche, le jeune homme est finalement localisé à son domicile, qui par un curieux hasard se trouve juste en face du commissariat d'Arlon. À un moment donné, on a vu les policiers sortir du commissariat par dizaines, encercler la maison. Alors qu'il quitte son logement, le suspect numéro 1 est arrêté le 9 décembre 2014 à 13h35. Plus d'une semaine après la découverte du corps de Béatrice. Interrogé en garde à vue, Jérémy ne se montre pas très loquace. Je rencontre donc un client fatigué, assez inquiet de ce qui peut lui arriver, et un client qui est dans le déni le plus total. Il dit qu'il n'a jamais croisé Béatrice, que n'a rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Il va même aller jusqu'à dire qu'il a parlé de ce qui s'est passé pour Béatrice. Il en a parlé avec sa compagne, qui se sont dit tous les deux que c'était terrible, que c'était vraiment quelque chose d'horrible à vivre pour des parents, eux-mêmes étant également parents d'un petit garçon. Tout au long de l'interrogatoire, Jérémy ne cesse de réfuter les accusations qui pèsent contre lui. Il va en plus affirmer aux enquêteurs qu'il va les aider. Et il leur dit, vous savez, ce qui s'est passé, c'est dramatique. On ne peut pas laisser l'auteur courir comme ça. Donc moi, si je sais quelque chose, je vous le dirai. Je vous aiderai. Et donc là, on n'est plus seulement dans le déni ou la négation, on est dans la manipulation. Même lorsque les enquêteurs lui présentent des preuves ADN irréfutables, retrouvées sur les scènes de crime, l'homme a réponse à tout. Il va dire, écoutez, moi j'ai l'habitude de fréquenter les cafés d'Arlon, les snacks d'Arlon. Il est possible que je l'ai croisé et que mon ADN se soit retrouvé sur ses vêtements. Voilà. Évidemment, ça ne tient absolument pas la route, mais c'est l'explication qu'il donne à ce moment-là. Il ne donne pas d'autres explications. Il continue de nier en bloc les faits. Malgré son mutisme et ses maigres explications, le 10 décembre 2014, Jérémy est mis en examen dans les affaires de Béatrice et de Sauvanne. L'enquête étant encore en cours pour celle de Martine.
Il est mis en examen, ou plus exactement inculpé à la Belge, pour les faits relatifs à l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre de la jeune Béatrice. Et il est parallèlement à cela, puisque à cet instant, ce sont encore 2 dossiers distincts, il est également inculpé pour l'agression de cette jeune femme en bordure de route. Ces 2 dossiers vont évidemment se rejoindre et vont former un tout qui arrivera devant la cour d'assises. Alors que la disparition et le meurtre de Béatrice ont provoqué un émoi au-delà des frontières belges, le visage de son bourreau est placardé dans tous les médias. Et c'est au travers des réseaux sociaux que Fanny Maria, une jeune étudiante de 18 ans, reconnaît celui qui l'a agressée le 12 juin 2014 au Luxembourg. Une nouvelle victime, finalement, va se déclarer aux enquêteurs. C'est une jeune Finlandaise qui faisait son jogging dans un parc à Luxembourg et qui va être agressée par un homme qui va la menacer d'un taser. Il l'agresse, il l'entraîne dans un fourré et là, il va y avoir une lutte de plus d'une dizaine de minutes, vraisemblablement, d'après le témoignage que Fanny a donné, où elle essaie de ne pas le laisser faire, elle essaie de se débattre, elle essaie de crier, elle arrive un peu à le déstabiliser et à ce moment-là, elle arrive à s'enfuir. La police avait dressé un portrait robot sans parvenir à identifier le mystérieux agresseur. À la demande des autorités luxembourgeoises, une expertise ADN comparative est réalisée. Et ce sont ces prélèvements ADN qui permettront finalement de confondre Jérémy et de reconnaître que c'est bien lui. Entendu sur ces faits, l'homme déclare ne pas se souvenir de cet événement, préférant mettre ça sur le compte de l'alcool et de la drogue. Des justifications qui ne convainquent pas. Et le 17 décembre 2015, Jérémy est inculpé pour l'agression de Fanny Maria. Fanny est au départ une jeune fille extrêmement brillante, faisant de belles études, qu'elle n'a pas pu poursuivre parce qu'elle vit dans la peur, parce qu'elle a du mal à rester seule, parce qu'elle craint les rencontres. Donc c'est une jeune fille extrêmement détruite par les faits tels qu'ils se sont passés, même si elle est évidemment la première à le dire. Elle est vivante, elle a la chance d'être vivante. Ce que n'a pas Béatrice, évidemment. Alors, Jérémy a-t-il réellement prémédité le meurtre de Béatrice? Ces 4 drames auraient-ils pu être évités? Et l'homme finira-t-il par s'expliquer? Le 12 mars 2015, 4 mois après la disparition de Béatrice, Jérémy est à nouveau auditionné. L'homme continue de nier en bloc et se plaint même de la surmédiatisation de son dossier. Mais après un long entretien avec son avocat, Jérémy semble avoir pris conscience de la situation. On va découvrir un client qui a radicalement changé, qui va quasiment passer de pile à face, et qui va dire aux enquêteurs, à partir de maintenant, je collabore, posez-moi des questions, j'y répondrai. Face aux enquêteurs, Jérémy revient sur les circonstances de l'enlèvement de Béatrice. Ce 21 novembre 2014, il explique avoir erré dans Arlon dès 7 h du matin et consommé des stupéfiants. Alors qu'il est assis sur un banc et regarde des vidéos sur son téléphone, l'adolescente de 14 ans se serait approchée de lui. Il dit qu'il a rencontré Béatrice fortuitement, que c'est elle qui s'est arrêtée près de lui parce qu'elle était intéressée par une vidéo qu'il regardait, qu'il a regardé la vidéo avec elle, qu'il fallait qu'il aille recharger la batterie de son GSM, et que par conséquent il l'a invité à aller dans une voiture, puis qu'il fallait que la voiture roule pour que la charge puisse fonctionner. Et donc il explique que finalement Béatrice, 14 ans, l'a suivi très, très docilement. Nous on n'en croit évidemment rien du tout.
Et on n'en croit rien parce qu'on a, avec le témoignage de Sauvan, qui est sa victime suivante, là, le témoignage vivant de ce qu'il est capable de faire quand il rencontre une de ses proies. La suite de ces déclarations fait froid dans le dos. Il reconnaît que le premier viol arrive très rapidement après l'enlèvement. Et puis, la version qu'il donne quant à la séquestration est finalement une version très édulcorée, puisqu'il va dire que les choses se passent assez bien, que Béatrice n'oppose pas de résistance, qu'il veille à ce qu'elle n'ait pas froid, donc il lui met une couverture sur elle, il veille à lui donner à manger. Donc ça paraît bien évidemment très difficile à croire, mais en tout cas c'est la version des faits qu'il donne aux enquêteurs. Jérémy reconnaît toutefois être rentré auprès de sa compagne pendant que sa captive vivait sa première nuit d'horreur. Béatrice est dans le coffre, elle est couchée, elle est ligotée, elle est attachée aussi à la ceinture de sécurité, donc elle ne sait pas se mouvoir. Le lendemain, il séquestre l'adolescente dans un conteneur de chantier. La nuit, Jérémy l'enferme à nouveau dans le véhicule. Et le triste scénario se répète le dimanche. Il y a aussi le maillon psychologique. En fait, elle est seule avec lui. Et le seul espoir qu'elle a de pouvoir retrouver les siens, c'est lui. Or, il lui dit, tu fais ce que je te dis, si tu veux retrouver les tiens. Le mardi 25 novembre, les recherches et la présence des hélicoptères poussent Jérémy à quitter les lieux. Il fuit avec Béatrice en France, mais sa voiture s'enlise sur un chemin agricole à 35 km d'Arlon. Il n'a pas de moyen de rentrer chez lui, puisque la voiture est embourbée, donc il va passer la nuit du mardi au mercredi dans la voiture avec Béatrice. Jeudi, pendant que Béatrice est attachée à un arbre dans la forêt, un agriculteur aide Jérémy à dégager sa voiture embourbée. En vain. Le calvaire de l'adolescente se poursuit lorsque son bourreau l'emmène dans un mirador de chasse et la viole, à nouveau. Jérémy décide ensuite de rentrer en stop à Arlon et abandonne Béatrice, tout en ayant pris soin de la ligoter. Il va lui passer la corde autour du cou avec un nœud, avec une certaine assurance. Ça, c'est pas un geste qu'on fait dans l'emballement, c'est pas un geste qu'on fait dans la colère, c'est pas je sors un pistolet de ma poche et je tire sur l'instinct. C'est des gestes qui sont évidemment posés et qui ne laisseront aucune chance à Béatrice. C'est un endroit qui est vraiment glaçant. On peut bien évidemment imaginer le froid, les températures auxquelles elle est soumise. Mais ce qu'on peut imaginer, et ça c'est tout à fait terrible, c'est également les bruits de la forêt, des animaux qui sont venus près du Mirador et qui, bien évidemment, permettent de penser que les dernières heures de sa vie ont été un véritable calvaire. 36 heures plus tard, le samedi 29 novembre, Jérémy vole une voiture et retourne au Mirador de chasse. Quand l'accusé nous dit qu'il vient au Mirador et qu'il trouve Béatrice décédée, il vérifie sa mort en prenant un tournevis ou un pic et en lui mettant dans l'œil. Ce n'est pas comme ça, évidemment, qu'on vérifie si quelqu'un est décédé. Le jeune homme raconte que, paniqué, il est parti précipitamment. Jérémy revient le 1er décembre pour se débarrasser du corps de la jeune fille dans la forêt d'Arlon. La suite des événements est tout aussi déconcertante. Quand il a déposé le corps de Béatrice, refroidi, le week-end qui a suivi, il est allé à Bruxelles, au plaisir d'hiver, faire son petit marché de Noël, aller à l'hôtel, etc. Tandis que le récit de Jérémy est saisissant de cruauté, des expertises psychiatriques sont diligentées pour mieux cerner sa personnalité. Il est vraiment décrit comme une sorte de prédateur. C'est un tueur en série en puissance. S'il n'avait pas été arrêté rapidement, il aurait commis encore d'autres meurtres, c'est une certitude absolue. Il a vraiment ce profil du prédateur froid, de ce psychopathe qui n'éprouve pas de remords, qui n'éprouve pas de regrets, qui opère froidement. Alors, quelle sera son attitude au cours de son procès? Le verdict sera-t-il à la hauteur des attentes de la famille de Béatrice et des survivantes? Et surtout, Jérémy sera-t-il définitivement
mis hors d'état de nuire. Le lundi 29 janvier 2018, 3 ans après les faits, le procès de Jérémy, 30 ans, s'ouvre devant la cour d'assises d'Arlon. Un lieu symbolique dans l'histoire judiciaire belge. Ça se passe dans le tribunal où Marc Dutroux a été jugé en 2002. C'est la question de toute cette affaire. Comment un petit délinquant est devenu criminel? Et pas n'importe lequel des criminels, un tueur d'enfants. C'est vraiment une énigme de ce dossier. Qu'est-ce qui fait que Jérémy va devenir un criminel alors que c'est un petit délinquant sans envergure? C'est une audience hors norme qui attend la cour d'assises. 160 témoins, 10 000 pages de dossier et pas moins de 28 charges retenues à l'encontre de Jérémy. Tandis que l'affaire a été très médiatisée, les journalistes sont venus en masse au procès. Et au premier rang de cette salle comble, les parents de Béatrice et les 3 victimes ont pris place. L'ambiance était électrique. Vous aviez les familles qui attendaient la présence de Jérémy. Il est donc arrivé, menotté, avec 2 policiers qui l'encadraient. Et à ce moment-là, on se demandait quand est-ce qu'une personne allait se jeter sur lui. Toutes les forces de l'ordre étaient au qui-vive parce qu'on s'attendait à ce que quelqu'un réagisse. Ce n'est pas arrivé, fort heureusement, mais oui, il y avait une électricité dans l'air qui était assommante. Dès l'ouverture des débats, tout l'auditoire est frappé par la métamorphose de l'accusé. On avait l'habitude de le voir en photo dans le journal, en jogging, casquette, le joint à la bouche. Ici, il est arrivé en costume noir, chemise blanche, des lunettes d'intello. Il avait un peu le look du premier communiant, quoi. Bon, c'était une technique, sans doute, qui lui était soufflée à l'oreille par ses avocats, de présenter bien devant les jurés, devant la cour. Mais ça a vraiment surpris, c'est vraiment une métamorphose totale. Durant ces 3 semaines de procès, Jérémy avoue les faits à demi-mot, mais continue de nier le meurtre de Béatrice. Cette attitude, peu coopérante, est un véritable supplice pour les parents et les victimes. Dans le box des accusés, Jérémy ne bouge quasiment pas. Il ne jette quasiment aucun regard, nulle part. Il semble un peu perdu. Il évite le regard des victimes et il va affecter cette attitude générale pendant quasiment toute la durée du procès. Les familles et les victimes, elles, vont afficher un immense courage. À l'image de Martine, l'infirmière, qui a tenu à faire revivre aux 12 jurés le calvaire qu'elle a enduré. Elle va témoigner pendant une dizaine de minutes, mais son témoignage est absolument époustouflant. Elle va décrire en quelques minutes toute la violence, toute la toute-puissance qu'elle a subie lorsqu'elle était dans sa voiture, sous la menace d'une arme. Elle va l'exprimer d'une manière absolument impressionnante. Le 15 février 2018, Jérémy est condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 15 ans pour enlèvement, viol, torture, séquestration et assassinat de Béatrice. Jérémy est condamné à la peine la plus sévère qui existe au sein de la législation belge, c'est-à-dire qu'il ne sortira jamais de prison tant que le tribunal d'application des peines ne décidera pas que le moment est opportun. Le meurtrier est également reconnu coupable pour le viol et la séquestration de Sauvanne, ainsi que pour les agressions violentes de Martine et de Fanny Maria. La peine à laquelle mon client a été condamné est supérieure à celle que Marc Dutroux a encouru, puisque tout simplement la Belgique a durci le ton en termes de maximum de peine. Il a donc pris 5 ans de plus de mise à disposition que Marc Dutroux. Pour la famille de Béatrice et les survivantes, la décision de la cour d'assises est une grande satisfaction. Aujourd'hui, à Arlon, les parents de Béatrice ne comprennent toujours pas le geste de Jérémy.
depuis ce jour de novembre 2014, quelque chose s'est brisé en eux. Ce qui leur est arrivé, c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. Et dire pour moi, on peut pas vraiment s'en remettre de ça. Pour Vincent, le père de Béatrice, la douleur est toujours présente, mais il fait en sorte d'avancer pour honorer le souvenir de sa fille, partie trop tôt. Il essaye de poursuivre son chemin. Je crois qu'il essaye aussi de puiser dans le caractère qu'avait Béatrice, la force de continuer. Il a beaucoup de projets, des projets professionnels, et je crois qu'il a envie aussi que son nom ne soit pas uniquement associé à celui de cette affaire, parce qu'il y a aussi une sœur qui est là. Il faut aussi pouvoir vivre pour soi, vivre pour elle, et donc il essaye aussi, je pense, à ce niveau-là, de pouvoir se reconstruire et de pouvoir faire quelque chose d'utile vraiment dans sa vie, oui. Crime en Belgique se dirige maintenant à une trentaine de kilomètres de la frontière franco-belge, dans le village d'Ham-sur-Eure. En janvier 2008, du jour au lendemain, Albana, une mère de famille de 30 ans, ne donne plus signe de vie. Découvrez cette histoire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'Albana, une mère de famille de 30 ans, au passé chaotique. Le récit d'une mystérieuse disparition sur fond de libertinage, de cavales rocambolesques et de violentes trahisons. La sœur va nous dire que quand elle lui parle au téléphone, Albana est en voiture, qu'Albana est très énervée et qu'elle se dispute avec quelqu'un qui est dans la voiture. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des tensions. Et c'est probablement à la suite de ces disputes que l'irréparable a été commis. Nous sommes à Ham-sur-Eure, en région wallonne. Cette commune de 13 500 habitants est située dans la banlieue verte, au sud de Charleroi. Centre industriel et ancienne ville minière de Belgique. C'est un village plutôt bourgeois. Il y a un château et c'est un peu là le cœur du village. Je ne pense pas que ce soit un village où il y a énormément d'activités. Voilà, c'est vraiment, je pense que les gens ils cherchent la tranquillité et qu'ils la trouvent. Le 15 janvier 2008, c'est dans ce cadre verdoyant et idyllique que Christian et Albana emménagent dans leur nouvelle maison. Une journée très symbolique pour le couple. Ce jour-là, Albana annonce à son mari une très très bonne nouvelle, à savoir qu'elle est enceinte. C'est quelque chose qui, semble-t-il, ils attendaient tous les deux. C'est donc un événement très heureux. C'est annoncé à Eneda, la première fille d'Albana. Il est environ 18h lorsque Christian rentre chez lui avec son bouquet. L'homme de 50 ans retrouve la mère et la fille de sa compagne, âgée de 13 ans. Albana n'est pas là. Elle est partie à Bruxelles pour faire du shopping. Les heures passent et la jeune femme ne donne pas signe de vie. Les trois sont un peu inquiets, mais sans dramatiser la situation en disant « bon, elle n'est toujours pas là ». Tandis qu'Albana ne répond pas à son téléphone, Christian appelle les hôpitaux de la région, sans succès. Le lendemain matin, sans nouvelles de sa compagne, il alerte les services de police. Écoutez, je suis inquiet, elle ne donne plus signe de vie, elle a disparu depuis hier, elle est partie à Bruxelles faire des courses, je lui avais donné 1500 €. Et voilà, je n'ai plus signe de vie. Et il n'en dit pas beaucoup plus à ce moment-là. Simplement, il constate que sa femme n'est plus là, qu'elle n'est pas joignable, qu'elle n'est pas rentrée,
Il semble inquiet, comme on peut l'être dans ces cas-là. Alors, pourquoi Albana n'est-elle pas rentrée? Que s'est-il passé après son départ pour Bruxelles? Et est-elle en danger? Comme un homme, dit-on, c'est-à-dire des travaux difficiles, des travaux de porter des objets lourds, des sacs de farine, je pense, des sacs de grains. C'est une fille qui a beaucoup de caractère, qui a un sens de la famille aigu également et qui a donc pris la décision assez tôt de quitter son pays d'origine et qui est venue en Belgique pour s'en sortir, pour réussir. Albana pose ses valises à Charleroi en 1998 et travaille tout d'abord comme serveuse. Mais rapidement, ses revenus se révèlent insuffisants pour élever sa fille et envoyer de l'argent en Albanie. Au pied du mur, elle décide de se prostituer. Cette activité est une activité purement alimentaire. Elle devait faire vivre sa fille. Elle vivait seule en Belgique à ce moment-là, sans famille. Donc elle a choisi cette voie, qui était peut-être la seule pour... Parce que c'est quelqu'un de jaloux. Auprès des policiers belges, l'entourage d'Albana s'étonne de cette disparition soudaine et inexpliquée. C'est une femme qui passe pour sortir assez chic et là, partir faire des courses en survêtement, surtout si c'est sur Bruxelles ou dans les grandes boutiques, ça ne correspond pas au personnage non plus. À partir du relevé téléphonique d'Albana, les enquêteurs tentent de retracer l'emploi du temps de la jeune femme. Et ils découvrent que le 15 janvier 2008, le jour de sa disparition, elle a reçu un appel de l'étranger. Elle est en communication avec un numéro italien, pas identifié à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, le GSM est coupé. Dernière communication et GSM terminé. Il ne sera plus jamais actif. Alors, Albana a-t-elle volontairement coupé son téléphone portable? Avec qui était-elle en communication en Italie? Et pour quelle raison cette mère de famille aurait-elle abandonné les siens? C'est le type même de l'escroc. Il s'est accaparé et il s'est acheté la sympathie des gens. Libertin assumé, le quinquagénaire est un adepte des clubs échangistes de la région de Charleroi. Et ce n'est pas tout. Les policiers apprennent également que Christian possède un casier judiciaire bien chargé. Plutôt pour des vols, jamais de violence, des faux usages de faux, vente de stupéfiants, donc il a quand même un passé un peu criminel. Interrogée sur la journée du 15 janvier, Eneda, la fille d'Albana, âgée de 13 ans, va également faire une révélation surprenante aux policiers. Suite à un témoignage d'Eneida, il est apparu qu'une dispute avait éclaté au sein du couple ce jour-là, ce que Christian n'avait jamais révélé. Face à ces éléments, les enquêteurs décident de comparer le bornage du téléphone de Christian avec celui d'Albana. Donc le 15 janvier 2008 à 14h10, c'est l'antenne de Tarsienne qui réagit. Et puis à 14h25, une antenne à Walcourt. Et puis plus rien. Ce qui est frappant, c'est que les bornes qui réagissent sont les mêmes que celles qui réagissent au portable de Christian. Ces résultats contredisent complètement les déclarations de l'homme qui affirmait qu'Albana était parti à Bruxelles. Sans plus attendre, les policiers belges convoquent à nouveau Christian et lui demandent des explications. Il ne se justifie pas vraiment par rapport à ça. Il dit qu'il n'a pas le souvenir précis des endroits où ils ont circulé et ça reste comme ça. En parallèle, les enquêteurs sont informés que la mère et la fille d'Albana ont quitté la Belgique pour s'installer en Italie. Donc la fille n'est plus là, la mère n'est plus là.
Et on se dit, mais tiens, s'ils étaient vraiment inquiets, ils seraient venus déposer plainte avec Christian. Mais non, ils sont partis en Italie sans rien demander. La mère et la fille sont-elles parties rejoindre Albana? La jeune femme aurait-elle disparu volontairement? Les enquêteurs explorent toutes les pistes et étudient ses relevés bancaires. On voit qu'il y a encore quelques retraits de son compte en Albanie. Donc on se dit, bah tiens, peut-être qu'elle est partie là-bas, peut-être qu'elle est en Italie, elle ne veut pas donner signe de vie, il y a une dispute, elle ne veut plus voir Christian. Alors, cet homme au passé trouble est-il impliqué dans la disparition de sa compagne? Pourquoi Christian a-t-il menti sur son emploi du temps? Et les enquêteurs vont-ils trouver de nouveaux éléments pour inculper leur suspect numéro 1? Le 25 janvier 2008, 10 jours après la disparition d'Albana, l'affaire est confiée à un juge d'instruction et c'est désormais la police judiciaire fédérale de Charleroi qui est en charge de l'enquête. 2 mois plus tard, la voiture d'Albana est finalement retrouvée à Uccle, une commune limitrophe de Bruxelles. On peut imaginer les espoirs qu'on peut avoir en découvrant un élément comme celui-là, mais rien, pas de traces de lutte, pas de traces de sang. On ne retrouve rien finalement dans cette voiture. Pour les enquêteurs, le mystère reste entier. La première difficulté que j'ai, c'est que je ne sais pas où elle est, vivante ou morte. Je n'ai pas son corps, elle n'est pas identifiée, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Il y a un état d'incertitude à ce niveau-là. Le dossier est un peu, je dirais, en panne. 3 années passent sans avancée majeure. Christian a refait sa vie et s'est mis en couple avec Nathalie, une amie de longue date. Mais au mois d'octobre 2010, alors que les enquêteurs se replongent dans les relevés téléphoniques du suspect, un nouvel élément va faire basculer l'affaire. En travaillant sur la téléphonie de Christian, l'enquêteur relève un numéro et parvient à identifier le titulaire de ce numéro de téléphone ou l'utilisateur. C'est un certain Franz. Cet homme, de 48 ans, est domicilié à Walcourt, la commune où le téléphone d'Albana a borné pour la dernière fois. Et on va se rendre compte que Franz a été un court moment dans une des sociétés de Christian. Là, le lien est fait. Le lien est fait de manière formelle. La police judiciaire de Charleroi se penche alors sur le passé de ce nouveau protagoniste. Franz, c'est un homme qui est un homme de métier. Un homme de métier qui est un homme qui travaille dans le bâtiment principalement comme maçon. C'est quelqu'un qui vit un peu reclus. Il habite un chalet assez loin au fond des bois, dans la campagne de Walcourt. C'est quelqu'un qui est, semble-t-il, décrit comme un peu rustre. En épluchant son casier judiciaire, les enquêteurs découvrent que Franz a déjà été condamné pour des faits commis avec un ami qui n'est autre que Christian. Ils se sont rencontrés jeunes, ils ont fait quelques escroqueries ensemble. Ce sont de grands amis, on peut appeler Franz à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'est la même chose pour Christian. Ils ont hyper confiance l'un dans l'autre. Pourtant, en étudiant la relation entre les deux hommes, les policiers de Charleroi réalisent que leur amitié est plutôt bancale. Franz a tendance à plutôt être l'homme à tout faire de Christian. D'ailleurs, le plus souvent, lui évoque son ami en disant « Monsieur Christian », et Christian, lui, l'appelle Franz. Bien décidés à obtenir de nouvelles informations, les policiers tentent un piège à Christian et à Franz. Pour cela, ils demandent à un journal local de publier en octobre 2011
un nouvel article sur la disparition d'Albana. Et ils vont dans le même temps mettre sous écoute téléphonique Christian, Franz et leurs compagnes respectives. De plus, afin de provoquer des conversations sur le sujet, une convocation au poste de police leur est remise en main propre. Ça faisait des années, donc ils étaient un petit peu tranquilles, mais ça va apporter de l'angoisse chez la compagne de Franz, qui va prendre contact avec sa fille. Il dit, c'est terrible, on est convoqué, je suis certain que c'est à cause de cette connerie qu'a fait Franz pour son copain Christian. Et on sent dans les écoutes une atmosphère de panique. Ils ont très peur. Et donc ça nous interpelle. Qu'est-ce que c'est que cette connerie qu'il a fait avec son copain Christian? Il n'y a plus de doute, Franz est bien un acteur majeur dans la disparition d'Albana. Le 13 octobre 2011, l'homme est auditionné par les enquêteurs dans les locaux de la police judiciaire de Charleroi. Franz, pendant de longues heures, ne dira rien. Et on sent chez lui un besoin de parler quand même. Il est à cran, il est à bout, il n'en peut plus. Au bout de quelques heures, Franz se résout à parler. Il raconte que le 15 janvier 2008, il était à Ham-sur-Eure pour aider Christian et Albana à emménager. Tandis que le couple s'est absenté dans l'après-midi, Franz a reçu un appel de son ami. Franz va passer aux aveux en disant, voilà, à un moment donné, Christian m'a contacté en me disant, j'ai fait une connerie, j'ai besoin de toi. Franz, l'homme à tout faire, rejoint Christian au chalet et il déclare qu'il découvre le corps sans vie d'Albana allongé devant son chalet. Son ami Christian lui expliquant qu'il y a eu une dispute, que voilà, elle est morte, et que son ami Christian lui demande de se débarrasser de ce corps, de le faire disparaître. À cette époque, Franz construit un pont en béton pour accéder à sa propriété. Il a donc posé le corps d'Albana dans le trou à côté de ce pont. Il a sommairement recouvert le corps de gravier pour éviter qu'il soit visible. Une fois le cadavre dissimulé, les deux complices s'attellent à brouiller les pistes afin de faire croire à une fugue d'Albana. Ils vont partir dans le véhicule qui est celui d'Albana, vont amener ce véhicule à Uccle, en région bruxelloise, et repartir ensuite avec le véhicule de Christian. De retour chez lui, Franz ensevelit le corps d'Albana sous le béton, dans l'un des piliers du pont. Franz nous confiera qu'il avait quand même, au niveau de ses états d'âme, un pincement au cœur, ou en tout cas qu'il était un peu perturbé, parce que chaque fois qu'il rentrait chez lui ou qu'il sortait, il passait sur le pont et qu'il songeait au fait que le corps d'Albana était dans un des piliers. Alors, comment Christian va-t-il réagir suite aux accusations de Franz? Les deux amis de 30 ans ont-ils commis ensemble l'irréparable? Et le mystère de la disparition d'Albana va-t-il enfin être résolu? Le 13 octobre 2011, le jour même des aveux de Franz, la police judiciaire ainsi que le juge d'instruction du tribunal de Charleroi se rendent à Walcourt, au domicile du suspect. Et là, la protection civile commence à forer à un endroit qu'il désigne et effectivement, un morceau du corps apparaît. Un corps a donc bien été dissimulé dans un pilier du pont, à l'endroit exact indiqué par Franz. On extrait finalement
une espèce de sarcophage de béton qu'on transporte sur un camion et qu'on emmène dans une entreprise de pompes funèbres qui a des moyens techniques assez avancés. Et on va casser ce bloc de béton petit à petit au burin pour arriver à en ressortir le corps d'Albana qu'on va retrouver quasiment en état parfait. Immédiatement, le corps est envoyé au centre médico-légal de Charleroi. Si les analyses ADN confirment qu'il s'agit bien d'Albana, l'autopsie révèle également que la jeune femme a reçu 2 coups de feu. Un à bout portant et l'autre à bout touchant au niveau du thorax, mais aussi des scènes de coups au niveau du larynx. Et ces coups, le médecin légiste formel, ont été portés ante-mortem, donc avant le décès. Albana a donc été victime d'une véritable exécution. Malgré leurs recherches, les enquêteurs ne parviennent pas à retrouver l'arme du crime. Toutefois, l'examen des impacts sur le corps de la victime apporte de précieuses informations. C'est une arme petite, dans le style Derringer, un pistolet 2 coups. C'est très discret, ça fait quelques centimètres et ça tire du petit calibre. Alors que l'affaire est encore loin d'être résolue, les policiers belges ont la lourde tâche de prévenir la famille d'Albana de leur macabre découverte. Pour sa fille Eneda, ça doit être des sentiments très très partagés parce qu'elle a cru que sa mère l'avait abandonnée, ce qui est atroce. Et là maintenant, elle apprend que sa mère a été exécutée. Placé à son tour en garde à vue, Christian est averti des avancées de l'enquête, ainsi que des accusations de son ami Franz à son encontre. On lui présente cette situation, il conteste évidemment, il dit mais enfin je ne sais pas d'où sortent ces informations, je ne l'ai pas tué, je n'ai jamais appelé Franz pour lui dire que j'ai fait une connerie. Franz, à son tour, s'en tient à sa version des faits. Pour les enquêteurs, l'homme est crédible et n'avait aucune raison de tuer Albana. Lui, ce qu'il dit tient la route par rapport à ce que Christian nous a dit depuis le départ. Et comme on dit couramment, Christian, depuis le départ, on sait qu'il nous enfume. Alors, l'ancien compagnon d'Albana va-t-il faire des révélations? Pour quelles raisons l'aurait-il tué? Et les enquêteurs belges trouveront-ils de nouveaux éléments pour l'incriminer? Concerne la journée du 15 janvier 2008. Il dit qu'en fait, il est allé effectivement chez Franz avec sa compagne et qu'ils ont été sur place à l'initiative d'Albana et qu'elle voulait absolument secouer Franz pour obtenir l'argent. Christian aurait donc décidé de laisser Albana sur place en compagnie de Franz pour qu'il règle ce problème de remboursement et il serait à réaliser ce trajet aller-retour entre Walcourt, Bruxelles, Walcourt et puis Charleroi en 77 minutes. Et là, on se rend compte au niveau du timing que c'est tout à fait possible. En parallèle de ces reconstitutions, les policiers belges se déplacent jusqu'en Italie pour interroger une nouvelle fois la mère et la fille d'Albana. Mais tout à coup, ils se mettent à parler. Et alors, ils expliquent qu'en fait, s'ils sont partis si vite après la disparition d'Albana, c'est parce que Christian leur a dit de prendre l'avion et leur a même payé l'avion. Dès lors, il semble évident pour la police judiciaire que Christian a intentionnellement éloigné la famille de sa compagne afin de ralentir l'enquête. Assure même qu'il ne serait pas le père de l'enfant que portait Albana au moment de sa disparition. Il était convaincu que c'était l'amant albanais qui serait le géniteur.
raison pour laquelle il n'avait aucune retenue, ni pour Albana, ni pour l'enfant, qui n'était pas de lui, non, ça, dans son esprit. C'est quelque chose que Christian n'a pas supporté. Il a tiré Albana de la prostitution et lui doit tout. C'est lui qui assume tout financièrement. Visiblement, ça ne le dérange pas de pratiquer de l'échangisme avec Albana, mais dans une déclaration, il dit quand c'est moi qui décide et que c'est moi qui dirige. Placés en détention provisoire en attente de leur procès, Christian et Franz sont à la surprise générale remis en liberté en juillet 2013, quelques mois seulement avant l'audience. Alors, vont-ils chacun maintenir leur version des faits? Le procès apportera-t-il de nouvelles révélations? Et qui sera reconnu coupable du meurtre d'Albana? Le 16 novembre 2013, le procès de Christian et de Franz s'ouvre devant la cour d'assises de Mons. Fait important, les deux hommes comparaissent libres. Et ça, c'est vraiment très particulier parce que ça veut dire que sur le parvis face au palais de justice de Mons, vous avez à certains moments des jurés, des avocats, des accusés, des parties civiles. Et tout ce petit monde, finalement, se côtoie, alors ne se parle pas, ne se regarde pas parfois, mais tous ces gens sont là tous ensemble. Les deux anciens amis se retrouvent côte à côte dans le box des accusés. Si Franz reste prostré, Christian, au contraire, affiche une grande sérénité. L'homme de 55 ans est persuadé d'être acquitté à l'issue des débats. Tous les éléments qui sont opposés à mon client à l'époque sont des éléments d'appréciation. Ce sont des présomptions. Mais il n'y a pas un seul élément matériel. Il n'y a rien qui le relie au meurtre. Pourtant, les proches d'Albana attendent des réponses. Notamment Eneida, la fille de la victime, désormais âgée de 19 ans. L'ambiance au cours de ce procès est assez lourde dans la mesure où on a d'un côté présente chaque jour du procès la jeune Eneida, très digne, très droite, très émouvante également. Lui explique qu'il a fait ce qu'on lui a demandé par loyauté. Ça colle complètement à la personnalité des deux accusés. Et alors, on a évidemment le fait de se dire en conclusion, mais pourquoi? Mais mon Dieu, pourquoi Franz aurait voulu tuer Albana? C'est avec cette question en tête que les jurés se retirent le 26 novembre 2013 à 15h pour délibérer. Et à ce moment-là, Christian dit au revoir à tout le monde. Il salue tout le monde, comme s'il allait manger quelque part. Mais il fait quelque chose de particulier, c'est que son téléphone tombe et il dit « Oh, mon téléphone est cassé ». Et ça devant les enquêteurs. Et puis il s'en va. Fuite. Immédiatement, la police fédérale... Alors, la fuite de Christian est-elle un aveu de culpabilité? Où se cache celui qui a été reconnu coupable de l'assassinat d'Albana? La police fédérale belge parviendra-t-elle à l'arrêter? Le 26 novembre 2013, au siège de la police fédérale de Bruxelles, toutes les équipes sont mobilisées afin de retrouver la trace de Christian. Il fait l'objet de recherches assez actives, menées par un service tout à fait spécifique de la police fédérale dont c'est la mission. Ce service spécifique s'appelle le FAST, le Fugitive Active Search Team.
La première question que se pose cette unité est de savoir si Christian a quitté, oui ou non, le territoire belge. Tout le nécessaire est fait de suite, on a signalé tout ce qui s'ensuit, il a signalé, il est dans la nature et on fait des recherches plus précises, on cible des endroits où lors d'une audition il a dit qu'il se plaisait bien, quoi que ce soit, notamment en Corse. Au cours de leur enquête, les policiers du FAST apprennent que Christian a fait refaire son passeport peu de temps seulement avant son procès. L'hypothèse d'une fuite hors de l'espace Schengen semble de plus en plus crédible. Les mois passent et toujours aucune trace du fugitif. Mais au mois de juillet 2015, Nathalie, la compagne de Christian, va avoir une drôle de surprise à la porte de son domicile bruxellois. Un jour, on sonne et j'ouvre la porte et je tombe nez avec Christian. Je suis un peu prise au dépourvu, mais je l'aime et donc je l'héberge une dizaine de jours. Cette cohabitation sera de courte durée. Le 6 août 2015, après 20 mois de recherche, la police fédérale, alertée par un informateur, organise l'interpellation de Christian dans l'appartement de Nathalie. On frappe à ma porte blindée, j'ouvre, je me retrouve nez à nez avec plein de flics, il y en a partout. Je crie et police, police. Et là, Christian va se cacher dans le dressing. Donc il s'agit d'une pièce qui était plus particulièrement destinée à des faits à connotation sado-masochiste, munie d'un certain nombre de miroirs, et un de ces miroirs dissimulait une cache dans laquelle il a été trouvé. Complètement nu dans sa cache, Christian n'oppose aucune résistance. Il est interpellé, puis placé en détention provisoire. Une décennie a passé depuis la disparition tragique d'Albana. Sa fille, Eneda, toujours installée en Italie, veut désormais tourner la page, même s'il reste au fond d'elle un immense chagrin. En perdant sa mère, elle a vraiment tout perdu. Elle a perdu non seulement sa mère, mais elle a perdu son père, elle a perdu sa confidente, elle a perdu sa protectrice, celle sur laquelle elle pouvait compter, qu'elle a vraiment, du jour au lendemain, elle s'est vraiment retrouvée complètement seule au monde. On m'a rapporté qu'Eneda, en fait, vivait en Italie, qu'elle a actuellement 24 ans et qu'elle attend un enfant. Elle peut faire son deuil et la vie continue.